Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu déjà hors série. La série n'est pas commencée, mais il y a déjà une vidéo hors série, c'est bien. Hors série sur 10 conseils pour l'astrophoto. Allez, c'est parti. Dans la première vidéo de cette série, je vous ai présenté un petit peu le plan qu'on allait suivre pour les différentes vidéos tuto qui seront mises en ligne sur la chaîne. Et je vous ai présenté aussi, moi, ce que je considère comme une manière d'aborder le traitement pour pouvoir vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire en matière de traitement, se fixer des objectifs, des limites, et surtout comment apprécier une image astrophoto, comment savoir qu'une image astrophoto elle est réussie ou pas. Et encore une fois, je rappelle que c'est subjectif, mais j'ai essayé de justifier un petit peu, en tout cas, mon approche avec des critères qui puissent être le plus objectifs possible. Aujourd'hui, on va continuer dans cette espèce de mélange un petit peu préliminaire d'objectivité et de subjectivité. Je vais vous donner, moi, les 10 conseils essentiels que vous pouvez suivre pour vos traitements astrophoto. Le premier, il est assez simple, et ça va juste faire le lien avec la vidéo précédente, c'est de vous fixer un plan qui est défini à la fois par des objectifs et des limites, et qui va vous permettre vraiment de définir les lignes directrices de votre traitement et qui va vous guider tout au long du traitement sur de multiples aspects. Bien sûr, ces objectifs et ces limites, ils doivent être cohérents avec vos données et ils peuvent être adaptés en fonction de chaque image. Mais voilà, en tout cas, l'essentiel, c'est de partir sur une image avec un plan ou un objectif particulier et de ne pas traiter à l'aveugle, en quelque sorte. Ça vous permettra d'avoir une beaucoup plus grande cohérence, je pense, dans le traitement. Le deuxième conseil, c'est que quand vous traitez un objet, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas le premier à photographier cet objet. Malheureusement, oui, je suis désolé de vous le dire. Alors, à part certains maîtres de la recherche de nébuleuses planétaires, et je pense à mes deux chers amis Marcel Dreschler et Xavier Strottner qui font un travail absolument incroyable. Si vous ne connaissez pas leurs travaux, foncez voir ce que ces deux-là font. Voilà, ils font pas juste de l'astrophotographie, ils font de la recherche quasiment. C'est intermédiaire entre amateurs et professionnels quoi, à ce niveau-là. Et eux, ils ont la chance de pouvoir photographier des objets que personne n'a jamais photographiés. Ça, c'est génial. Alors si ça vous arrive un jour, malheureusement, ce conseil ne trouvera pas à s'appliquer, mais je pense que vous serez content de ne pas avoir à suivre ce conseil, parce que ça voudra dire que vous êtes le premier à photographier un objet, donc ça c'est quand même super. Mais mon conseil, c'est d'aller voir tout simplement ce que les autres ont fait avant vous. Voilà, comme je disais, vous ne serez pas le premier à photographier un objet. Si vous commencez, que vous faites la nébuleuse d'Orion, ou M31, la galaxie d'Andromède, au hasard, hein. Voilà, je pense qu'il doit y avoir des dizaines de milliers de versions qui sont en ligne sur Internet. Et ben c'est pas plus mal quand on commence le traitement d'avoir une petite idée de ce qu'on pourrait obtenir avec les données qu'on a. Ça vous donne une idée déjà de la physionomie de l'objet. Est-ce qu'il y a des petits détails qui vous auraient échappé, qui sont visibles sur certaines images, et vous vous apercevez après sur votre image que ces détails-là, ils sont aussi présents, et du coup, vous partez avec ça en tête, vous allez pouvoir vous dire, tiens, tel et tel signal, je pourrais le mettre un peu en avant, tel ou tel détail, il est bien présent sur mon image. Ça permet aussi d'avoir une idée de ce qu'ont fait les autres en termes de signal, en termes de rendu, en termes de couleur, quand c'est du RGB surtout, quand c'est du SHO aussi, pourquoi pas, ça permet d'avoir une comparaison. Et de manière générale, moi voilà, j'aime bien en tout cas quand je commence aller voir un petit peu ce qui existe. Alors c'est pas pour s'en inspirer, c'est pas pour copier, mais c'est juste pour avoir une meilleure visualiser un petit peu mieux ce qu'on pourrait obtenir, et ça va évidemment avoir une incidence dans les process qu'on va utiliser, et ça permet aussi de voir des choses sur lesquelles on peut passer à côté. Mon conseil numéro 3, ça va être de ne jamais négliger le pré-traitement. Le pré-traitement, on va y consacrer, alors au début ça devait être une grande vidéo, mais finalement pareil que celle-là je l'ai coupée en deux parce que ça aurait été trop long, donc on va lui consacrer 2 vidéos, mais c'est un sujet qui est hyper important, c'est vraiment un préalable indispensable si vous voulez réussir vos images, si vous voulez pouvoir traiter correctement une image, il faut qu'elle soit correctement pré-traitée. Alors, on abordera ça en détail dans la partie sur la vidéo spécifique au pré-traitement, je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas commencer à en parler maintenant,
Mais voilà, il y a des choses qui existent pour faire tout en automatique, il y a des choses où vous pouvez faire tout en manuel en contrôlant chacune des étapes. Bon, bah, vous comprendrez en regardant la vidéo que moi je suis plutôt adepte du pré-traitement totalement manuel en essayant de maîtriser et d'optimiser chacune des étapes parce que ça peut faire une grosse différence au final sur vos images. Et si vous voulez avoir un maximum de possibilités, exploiter au maximum le potentiel, toutes les données de l'image, ça implique de faire un bon pré-traitement. Et faire un bon pré-traitement, évidemment, ça implique d'avoir bien tous ces fichiers de calibration d'image, de faire de bons flats, de bien respecter tout ce qui est un petit peu impondérable en la matière. Là, il y a beaucoup moins de marge de manœuvre que pour le traitement, il y a beaucoup moins de place à l'imagination ou à la créativité. Non, là, c'est vraiment technique et il faut bien maîtriser le pré-traitement pour sortir une belle image bien empilée qu'on va pouvoir derrière traiter efficacement. Gardez en tête que de manière générale, une image qui n'est pas parfaitement optimisée au pré-traitement, eh ben, elle sera toujours plus difficile à traiter ensuite, ou alors que même si elle reste relativement facile à traiter, vous pourrez peut-être moins en tirer qu'une image qui aura été vraiment proprement pré-traitée. Conseil numéro 4, celui-là il est hyper important. J'ai hésité à le mettre en premier, mais bon, ça justifie peut-être pas de le mettre en premier, mais en tout cas dans les premiers. C'est toujours traiter avec un écran calibré. Faites votre traitement avec un écran calibré. J'ai consacré tout un article sur le site sur la calibration d'écran que je vous invite à aller lire si vous ne l'avez pas déjà lu. Je ferai sûrement une vidéo de cette série consacrée, un peu rapide, mais en tout cas consacrée à la calibration d'écran. C'est quelque chose qui est souvent un petit peu négligé, voire pas mal négligé. Alors, il y a des gens qui sont capables, qui ont des bons écrans, qui sont capables de bien les régler pour avoir quelque chose qui soit correct. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument tous acheter une sonde de calibration, mais il y a des manières de faire sans sonde de calibration qui permettent déjà d'améliorer énormément ce que l'écran renvoie comme image. Et puis le mieux, ça reste quand même toujours de calibrer son écran avec une sonde. C'est vraiment la seule manière qui vous permet d'avoir quelque chose vraiment d'objectif et de fiable en termes de luminosité et de rendu des couleurs. Si vous n'avez jamais fait l'expérience, si vous avez un ami qui a une sonde de calibration, vous pouvez lui emprunter. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut en acheter une à tout prix, surtout que ça a un certain coût. Enfin, c'est pas par rapport au matériel Astro, c'est un coût qui est relativement réduit, hein, je vous rassure, parce que c'est entre, on va dire, 60 et 105 et 200 euros si vous voulez vraiment une sonde impeccable. Mais même avec une petite sonde d'entrée de gamme, je vous promets que si vous ne l'avez jamais fait, faites le test, calibrez votre écran et juste la différence, normalement, si vous avez un écran qui n'est pas photo, pro, art, etc., il y aura une différence assez minime. Si vous avez un écran, on va dire, de moyenne gamme du commerce, la différence va vous sauter aux yeux. C'est réellement impressionnant et je vous jure que le jour où vous calibrez votre écran, quand vous reprenez vos anciennes photos, vous avez juste envie de tout retraiter immédiatement parce que vous vous rendez compte que rien ne va dans la luminosité du fond de ciel, rien ne va dans les couleurs. C'est le jour et la nuit. C'est vraiment une étape indispensable sur laquelle on n'insiste pas assez. Bon, là, j'ai insisté un petit peu quand même. En général, quand on veut aller plus loin sur le traitement de ces images, avoir des meilleures images, on commence par se dire ah, faut que je change de télescope, faut que je change de caméra, ou faut que je change de PC pour avoir un PC plus puissant pour traiter avec QuickInsight. Souvent, le mieux pour commencer par améliorer ces images, c'est vraiment de calibrer son écran. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, d'avoir un bon écran qui soit dédié à la photographie et qui permette un affichage de grande qualité. Et je vous assure que ça change la vie. Voilà, première étape avant de changer tout le matos, pensez à l'écran. Et de la même manière, si vous ne traitez pas sur un écran calibré, gardez-vous trop souvent de faire des commentaires ou des avis critiques sur les images qui sont publiées, tout simplement parce que vous ne voyez pas l'image telle que la personne qui l'a traitée sur un écran calibré l'a publiée. Quand j'en discute parfois avec certains, il y a un argument qui revient assez souvent, c'est de dire oui, mais de toute façon, calibrer son écran, il y a très peu de monde qui le fait, donc au final, moi si je le calibre, ça changera rien, les autres continueront de pas le calibrer et verront pas mes photos comme il faut, et au final, ça changera rien. Alors cet argument, clairement, il n'est pas valable parce que vous traitez les images pour vous-même avant de les traiter pour les autres, et je vous assure que quand vous allez revoir vos propres images en passant d'un écran non calibré à un écran calibré, ça va vous faire un choc. Voilà, et vous n'aurez pas envie que vos photos restent comme ça, et puissent être vues comme ça par des gens qui, eux, ont un écran calibré, parce que ne perdez pas de vue le fait que vous, quand vous traitez sur votre écran non calibré, vous vous adaptez à ce que vous voyez sur l'écran, et ça vous semble
cohérent, au final ça vous semble beau, les couleurs vous semblent bien équilibrées, la luminosité vous semble bonne. Et quand vous la partagez ou que vous allez la publier, quelqu'un qui lui va avoir un écran bien calibré, il va la voir différemment. Et là, ça sera pas la même chose, ça sera pas les mêmes couleurs, ça sera pas la même luminosité, ça sera pas les mêmes contrastes. Et malheureusement, la personne qui a un écran calibré, eh ben, elle aura raison. Quand elle vous fera la remarque, elle vous dira bah non, ton image est trop bleue. Tu me diras bah non, moi je la vois pas bleue, pas du tout. D'où ça sort? Ben oui, mais celui qui a l'écran calibré, c'est celui qui a raison. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Et puis, voilà, je milite un peu pour ça en me disant qu'au contraire, plus on sera nombreux dans la communauté des astrophotographes à travailler sur des écrans calibrés, et ben, plus il y aura de cohérence dans ce qu'on s'échange et dans ce qu'on regarde, et que tout le monde voilà, pourra visualiser les images un petit peu de la même manière. Voilà, en fait, il faudrait inverser le processus, et l'idéal, ça serait que tout le monde ait un écran bien calibré, plutôt que il y a très peu de gens qui calibrent, donc c'est pas la peine que je le fasse. Cinquième conseil, alors celui-là qui est un petit peu plus général, mais c'est prenez votre temps pour le traitement. Il n'y a absolument pas d'urgence à traiter une image, alors sauf exception, parce que vous avez capturé un phénomène exceptionnel et ça mérite de sortir une image très rapidement, auquel cas on pardonnera bien sûr les petites erreurs de traitement ou les petits défauts de l'image, mais la plupart du temps il n'y a absolument aucune raison de se dépêcher pour sortir une image. Si vous faites Andromède ou Orion ou d'autres objets qui sont excessivement populaires, rassurez-vous, personne n'attend après votre version. Clairement, il y en a déjà 50 000 sur le web, il y en a sûrement une dizaine ou une vingtaine qui ont été faits le même soir que la vôtre. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence, il ne faut pas se dépêcher de traiter pour publier à tout prix le plus rapidement possible une image. Il faut mieux passer un petit peu de temps dessus, le temps de prendre du recul pour mieux apprécier l'image, que de se précipiter et de sortir une image qui n'est pas terrible et sur laquelle au final vous allez vous sentir obligé de revenir pour une deuxième version, une troisième version, une quatrième version, voire plus. Il y en a certaines images sur Astrovine. Il y a des spécialistes de la 35e version, où évidemment vous n'allez pas regarder les 35 versions, en général vous regardez que la dernière, mais c'est intéressant de voir le cheminement, et j'ai quelques exemples en tête justement où entre la première et la dernière image, l'image n'a plus rien à voir, et la personne aurait pu sortir directement la dernière version si elle n'avait pas tout repris 10 fois à la suite pour refaire la même chose. Et au final ça revient à perdre du temps, parce que le refaire 5 ou 6 versions différentes, c'est plus long que de s'appliquer à en faire vraiment une bien. Prendre du recul sur son image, c'est important. N'hésitez pas à revenir en arrière au cours du process. Si vous voyez que vous avez fait fausse route, faut mieux revenir un petit peu en arrière, reprendre correctement, que de s'enfoncer dans son erreur quand on voit qu'on va avoir du mal à rattraper quelque chose, ou qu'on est parti juste sur une mauvaise direction, que ce soit, je pense par exemple au mixage de deux images en HDR, ou à la montée d'histogramme, ou à la gestion du bruit, etc., ou à l'aspect des étoiles. Voilà, il faut mieux, si on se rend compte qu'on fait une erreur, il faut mieux s'arrêter, revenir en arrière et prendre son temps, que de persister dans son erreur jusqu'à sortir une mauvaise version qu'on va devoir de toute façon reprendre depuis le début, en général dans la foulée. N'hésitez pas en cours de route, évidemment, si vous avez des points sur lesquels vous avez des doutes, à aller consulter des tutos ou des ouvrages de référence sur le sujet. Il y en a énormément sur internet. Alors moi évidemment je vous recommande d'aller voir mon site, parce qu'il y a, il y a beaucoup de contenu dessus, mais il n'y a pas tout. Voilà, ça prend du temps de tout faire, et j'aurai jamais le temps de traiter en totalité tout ce qui peut se faire en matière de traitement. Donc allez voir aussi les tutos des autres, il y a d'excellents traitements qui existent. Je ne vais pas faire de pub plus pour les uns que pour les autres, mais bon, si vous êtes adhérent à IP, il y a plein de choses intéressantes sur le site de l'AIP. Sur YouTube, il y a plein de choses intéressantes. Mathieu Teki, Valentin Coas, Mathieu Guinaud, je crois, en fait aussi. Les gens d'Astrofleet, Baptiste Zlock, voilà, il y en a plein. Il y en a plein qui font des bons tutos. Pas comme les miens. Il y en a plein qui font des bons tutos, vous allez forcément trouver votre bonheur dessus. Si vous parlez anglais, vous pouvez aussi, il y a pas mal de tutos qui existent en anglais, qui sont faits par des Américains notamment, où il y a plein de choses intéressantes à aller chercher. Voilà, ça vaut le coup d'approfondir un point particulier, et puis c'est pas du temps perdu. Le prochain traitement, ce que vous avez engrangé comme information et comme maîtrise sur cet aspect du process, vous pourrez l'utiliser encore mieux la fois d'après. Donc c'est pas du temps perdu. Essayez de tester des choses nouvelles. Voilà. Il n'y a rien de pire, je pense, que de s'enfermer dans une habitude de traitement. Alors c'est bien d'avoir des repères de traitement, notamment sur
PixInsight, logiciel qu'on présentera ensuite et qui lui fonctionne avec une espèce de série de process icons qui vous conduisent à avoir une espèce de cheminement un petit peu automatique. Et comme vous n'avez pas envie de refaire vos process icons à chaque fois, et ben vous avez tendance à suivre de manière assez linéaire les process icons et à répéter le même traitement sur toutes vos photos. C'est évidemment pas la bonne approche. Le mieux, c'est de maîtriser l'ensemble des aspects et d'être capable d'aller faire le choix dans ces process icons de ce qui est intéressant sur telle ou telle image en fonction de si c'est une SHO, RGB, pose courte, pose longue, etc. Et en astrophoto, comme dans beaucoup d'autres domaines, on progresse beaucoup aussi avec, à force d'essais-erreurs. On essaye des choses nouvelles, on teste un nouveau process ou un process qu'on connaît bien mais avec d'autres paramètres, on essaie d'appliquer d'autres paramètres et on voit ce que ça donne. Ça peut parfois être moins bien et ça peut aussi être mieux que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc voilà, il ne faut pas perdre de vue, même une fois qu'on pense avoir trouvé les bons paramètres, il ne faut pas hésiter à se remettre en cause et aller chercher des moyens de s'améliorer sur cet aspect-là. Il ne faut pas non plus chercher à suivre à la lettre tout ce qu'on peut vous présenter dans des tutos, que ce soit les miens ou ceux des autres. Voilà, je ne fais pas exception, hein, ne suivez pas à la lettre, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vous raconte, parce que moi, ce que je vous raconte, c'est basé sur mon expérience. Mon expérience, elle dépend beaucoup de la manière dont j'observe, de la manière dont je photographie, du matériel que j'utilise. Et vous n'avez pas forcément les mêmes paramètres, les mêmes habitudes, les mêmes matériels, etc. Donc rien de ce que je vous présente n'est à prendre pour argent comptant. Ce que vous présentent les autres dans les tutos répondent à la même logique. Il faut mieux expérimenter par soi-même. C'est bien d'avoir des pistes, des tutos qui vous donnent des pistes de réflexion, certains outils sur la manière de les utiliser. Mais in fine, c'est à vous d'être curieux et d'aller chercher comment exploiter ces process au mieux. Bien sûr, quand vous découvrez une manière d'utiliser un process qui est bien meilleur que ce que je vous explique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour que je puisse aussi m'en servir. Merci. Dans la même logique, ne prenez pas pour argent comptant certaines règles qui ont été un petit peu auto-décrétées par certains spécialistes ou pseudo-spécialistes du sujet. Moi, pour vous fournir un exemple, quand j'ai commencé à m'intéresser au traitement, j'ai lu pas mal de choses dessus, et notamment les règles qui étaient recommandées pour la montée d'histogramme par un astrophotographe américain, dont je tairai le nom, mais en gros qui disait la montée d'histogramme doit se faire en une opération. Voilà. Si vous ne le faites pas en une opération, c'est pas bon. C'est juste que vous avez fait n'importe quoi pour la première montée d'histogramme. Donc si vous avez besoin de la retoucher ensuite, c'est que c'est mauvais, il faut tout reprendre. C'est forcément, la montée d'histogramme, c'est forcément et définitivement une seule opération. Voilà. Bon, en réalité, c'est complètement absurde, hein, parce que la montée d'histogramme, en réalité, vous pouvez bien la faire en 2 fois, en 3 fois, en 4 fois. À partir du moment où vous délinéarisez l'image, ça n'a pas vraiment grande importance de savoir si ça a été fait en 1 fois ou en 4 fois. Voilà, c'est pas plus sérieux de le faire en 1 fois qu'en plusieurs fois. Ça repose sur pas grand chose, c'est juste que cette personne-là, c'est comme ça qu'elle faisait, et comme c'est comme ça qu'elle faisait, elle considérait que c'était la seule et unique et meilleure manière de faire. Mais non, c'est pas le cas. Gardez un esprit critique sur les conseils surtout les vérités absolues qu'on peut essayer de vous asséner, et essayez de vous faire votre propre opinion sur les différents aspects du traitement. Septième conseil, c'est ne cherchez pas à utiliser le maximum de process possible au cours du traitement d'image. Tout simplement parce que la qualité d'image que vous allez obtenir au final n'a absolument rien à voir avec le nombre de process que vous allez utiliser. C'est pas parce que vous utilisez 70 process dans votre flow de traitement que ça sera mieux que si vous en utilisez une petite dizaine. Il faut mieux utiliser de manière bien maîtrisée et en comprenant bien ce qu'on fait un petit nombre de process pour appliquer les bonnes transformations à l'image, qu'appliquer de manière mécanique une succession de process pour corriger des toutes petites choses ou en maîtrisant mal ce qu'on fait. Voilà, donc de manière générale, le temps global qu'on passe sur le traitement peut avoir une petite influence sur le résultat final, parce qu'on va être tenté, en passant plus de temps, on va essayer de corriger un peu mieux tous les petits défauts qu'on pourrait avoir sur l'image, mais de manière générale, le temps que vous consacrez à un traitement n'est pas révélateur de la qualité du résultat final, de même que le nombre de process que vous utilisez. Dans la même logique, je vous recommande aussi de privilégier les process que vous maîtrisez, que vous comprenez bien et sur lesquels vous pouvez réellement
agir au niveau des paramètres plutôt que de recourir à des scripts automatiques ou à des process qui sont très opaques sur leur manière de fonctionner. En faisant ça, vous serez sûr vraiment de garder le contrôle sur votre traitement et surtout de pouvoir revenir en arrière, de savoir d'où vient l'erreur. Si vous faites appel à des process qui vont faire tout un tas d'étapes de manière automatisée, si vous n'êtes pas content du résultat, vous ne savez pas trop quels paramètres modifier, si vous avez la possibilité de modifier des paramètres, et vous ne pouvez pas réellement revenir en arrière à moins de tout refaire. Donc voilà, ma recommandation, utilisez le moins de process possible, mais utilisez toujours le bon nombre de process nécessaires. S'il y a des traitements plus compliqués que d'autres, il y aura besoin d'utiliser plus de process, c'est normal. Mais ne pas utiliser plus de process que ce qui est nécessaire, c'est une bonne chose, et ça permet de ne pas surtraiter l'image, ce qui va faire l'objet du conseil suivant. Et donc le conseil suivant, c'est un conseil tout simple, mais qu'il est bon de rappeler, parce qu'on voit quand même beaucoup d'images de cette sorte qui sont publiées tous les jours, c'est ne surtraitez pas vos images. C'est une tendance qu'on peut avoir quand on maîtrise encore mal le traitement, quand on débute, on a envie de mettre tout en valeur. Ça rejoint ce que je disais précédemment ou dans la première vidéo sur la faculté, l'apprentissage qu'il faut avoir d'analyser une image, d'analyser le potentiel d'une image, d'analyser ce qu'on peut faire des données qui sont présentes à l'état linéaire sur l'image quand elle sort d'empilement. Savoir apprécier ça, c'est aussi se prémunir d'une certaine manière des risques de surtraitement. Qu'est-ce que c'est que le surtraitement ? Généralement, une photo surtraitée, on va considérer que c'est une image qui a un contraste trop appuyé, qui a un fond de ciel trop noir, qui a des étoiles saturées, qui a un signal pour la nébuleuse ou pour la galaxie qui a été trop tiré, qui finalement n'a plus aucun rapport avec le reste de l'image, des détails qui sont trop appuyés, une réduction de bruit trop appuyée. Voilà, tout ça. Mis bout à bout, ça contribue à donner un aspect très artificiel à l'image. Ça va se manifester par des zones de transition très brutales entre le fond de ciel et les zones de signal sur les objets. Ça va se manifester par des couleurs trop saturées. Ça peut se manifester par un contraste d'ensemble, une dynamique qui n'est pas correcte. Il y a plusieurs manières de surtraiter une image, malheureusement, et c'est assez facile de se tromper et de pousser un peu trop les curseurs. Donc, prenez toujours garde quand vous traitez à ne pas surtraiter. Et ça, c'est un conseil qui est commun à tout le monde, c'est-à-dire que vous commenciez le traitement ou que si ça fait 10 ans que vous en faites, vous allez toujours être plus ou moins confronté à l'envie de tirer un petit peu plus sur les curseurs. Et moi le premier, quand je traite une image, souvent je vais avoir tendance parfois à tirer un petit peu trop les curseurs, parce que je me dis, il y a des détails, je pourrais les avoir, je pourrais gratter un petit peu de détails ici, je pourrais gratter un petit peu de signal ici, je pourrais réduire un tout petit peu le bruit, un peu plus ici. Mais tous ces petits éléments, voilà, quand vous tirez un petit peu trop sur les curseurs, et mis bout à bout, ça donne un effet qui est trop accentué, et souvent vous allez vous entendre dire, voilà, ton image elle est pas mal, mais elle est un peu surtraitée. Surtraitée, c'est ça, on a un petit peu poussé les curseurs dans tous les domaines, luminosité, contraste, couleur, etc. Donc, ma recommandation, j'essaye de me l'appliquer à moi dans mes propres traitements, c'est de jouer avec modération sur les curseurs. Voilà. Ne cherchez pas à tout faire en une passe, ça rejoint ce que je disais avant sur la montée d'histogramme en une passe. Il faut mieux y aller en plusieurs fois finement et en ajustant que de chercher à tout faire en une fois avec le même process. Ça vaut pour la gestion des détails, pour la gestion du bruit, pour la saturation, etc. Ça vaut vraiment pour tous les paramètres de l'image. Et en y allant doucement, l'avantage c'est que rien n'est jamais irrémédiable, n'est jamais figé en matière de traitement. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas vraiment finalisé votre image, vous allez toujours pouvoir venir rajouter un petit peu plus de contraste, un petit peu plus de percussion dans les détails. Vous avez toujours des manières d'accentuer un petit peu. En revanche, atténuer quelque chose qui a été trop poussé, là c'est compliqué. Par exemple, si vous saturez un petit peu les étoiles, si elles commencent à saturer et qu'elles prennent trop d'importance, une fois que c'est saturé, vous ne pourrez pas revenir en arrière pour réduire la taille des étoiles. Ou alors il faudra mettre en place des mécanismes qui donneront de moins bons résultats que si vous n'aviez pas cramé l'étoile au départ et que vous aviez juste tiré un petit peu moins. Donc gardez en tête qu'il n'y a que peu d'actions au final sur lesquelles on ne peut pas revenir en fin de traitement pour les accentuer. Mais qu'en revanche, atténuer quelque chose qui a été trop tiré, c'est très compliqué. En général, il va falloir reprendre le traitement depuis le départ pour privilégier des paramètres un petit peu plus doux, et on n'aura pas la possibilité de revenir facilement en arrière. Donc, tirez un peu moins sur les curseurs, gardez de la marge pour la fin, où vous pourrez encore venir accentuer,
Plutôt que de trop tirer sur les curseurs et tout ça mis bout à bout, ça va vous donner une image surtraitée. Mon 10e conseil, c'est de laisser passer un petit peu de temps quand vous avez finalisé votre image avant de la publier. En effet, quand on passe du temps au traitement, ça peut être plusieurs heures, parfois ça s'étale sur plusieurs jours, ou quand on a la tête vraiment dans le guidon, quand on a la tête sur l'écran, on cherche vraiment à mettre en évidence certains micro-détails, certaines très faibles extensions de signal, et ben on perd un petit peu de vue l'impression d'ensemble de l'image. On se concentre trop sur les détails et on perd de vue l'ensemble de l'image. Ou à l'inverse, on se concentre trop sur l'ensemble et puis on perd de vue les petits détails qu'on pourrait mettre en évidence. Tout ça pour dire qu'on a l'esprit qui est un peu focalisé sur sur des aspects particuliers de l'image, et ça vaut le coup vraiment de laisser reposer l'image, de se vider un petit peu la tête de l'image, parce que au bout de quelques heures ou d'un grand nombre d'heures, si vous y passez beaucoup de temps, juste vous n'allez plus avoir un avis objectif sur l'image, vous n'allez pas la voir comme vous la verriez si c'était une image qu'on venait de vous présenter. Et ça vaut réellement le coup de laisser, si vous finissez de traiter l'image un soir, juste vous allez vous coucher, vous dormez, et au réveil, le lendemain matin, vous la regardez à nouveau. Et il y a de bonnes chances, souvent ça va vous faire ça, que immédiatement quand vous la revoyez, vous vous dites, il y a un truc qui va pas, j'ai pas vu ça. Ou comment j'ai fait pour pas me rendre compte que la couleur est pas bonne, qu'il n'y a pas assez de saturation, qu'il n'y a pas assez de contraste. Il y a des choses qui peuvent vraiment vous sauter aux yeux. Alors plus vous progressez en traitement, plus vous maîtrisez, moins il y aura cet effet-là qui va jouer. Mais même parfois, si vous êtes vraiment habitué du traitement, faire ça permet vraiment de ne pas laisser passer des choses qui parfois sont évidentes, mais que comme vous êtes depuis 5 heures sur votre écran, juste vous avez perdu de vue totalement. Dans la même logique de regarder ces images avec un œil neuf, n'hésitez pas, avant de publier, à envoyer la version finale que vous avez obtenue à des amis, à des astrams que vous connaissez, dont vous appréciez aussi les images, parce que si vous envoyez votre image à quelqu'un qui traite de manière radicalement différente de vous, il ne sera pas forcément de bons conseils. Mais en tout cas, envoyez votre image, partagez-la avec des amis qui vont pouvoir vous faire un retour vraiment critique et qui, eux, auront vraiment un œil neuf sur votre image, chose que vous n'avez pas quand vous avez passé une dizaine d'heures sur le traitement. 11e conseil, et celui-là, je le mets sur la fin, mais il est vraiment très important. Mais je le garde sur la fin parce que ça concerne plutôt la fin du traitement et après la publication de l'image. Donc ça vient logiquement plutôt sur la fin. Mais il est vraiment essentiel. C'est accepter les critiques sur vos images. Accepter toutes les critiques sur vos images. Évidemment, je parle des critiques constructive, c'est-à-dire pas juste quelqu'un qui vous déteste et qui vient vous pourrir votre image sans raison, ou quelqu'un qui ne fait pas d'astrophoto et juste ne vous aime pas et vient mettre un commentaire négatif. Ça c'est pas des critiques, ça c'est des commentaires de haters ou de ce qu'on veut, mais c'est pas des critiques. Je parle des critiques constructives qui proviennent d'autres astronomes amateurs ou d'autres astrophotographes. Même si c'est des critiques qui ne vous plaisent pas. Les critiques, partez du principe que les gens qui ont pris la peine de prendre du temps pour regarder votre image, qui sont allés voir dans le détail, qui prennent la peine de vous faire un retour. C'est aussi très facile juste de passer sur une image, sur un forum ou autre, de se dire c'est nul, et de passer son chemin. La personne qui vient vous faire une critique, elle a la démarche au moins de faire un retour sur ce qu'elle a vu de votre image. Donc ne partez pas du principe que les personnes qui viennent vous faire un retour, une critique sur votre image, elles sont mal intentionnées, elles sont mauvais esprit, qu'elles sont cyniques ou qu'elles sont arrogantes parce qu'elles pensent savoir mieux que vous ce qu'il aurait fallu faire. Je pense que c'est pas la bonne approche. Je pense que c'est très important d'être ouvert à la critique sur ces images, et très important aussi, quelle que soit votre expérience et votre maîtrise du traitement. Moi, j'aime bien raconter cette anecdote quand j'ai repris la photo vraiment numérique, donc il y a une dizaine d'années.
première image que je fais avec un APN, la première image, on est toujours content de ce qu'on sort. Même si elle est toute pourrie, on la trouve super. Parce qu'on est content d'avoir réussi à obtenir quelque chose, d'avoir déjà réussi à utiliser le matériel, d'avoir réussi à sortir quelque chose qui soit montrable et d'avoir quelque chose à montrer, des heures qu'on a passées dehors, dans le froid ou autre, à ne pas dormir et pour pouvoir montrer, et on est content de la partager. Et on est un peu euphorique, voilà. Et moi, c'était mon cas aussi. Voilà, quand je sors ma première image, je l'avais traitée très rapidement. J'avais fait, en vrai, avec le recul, je me rends compte, j'avais fait n'importe quoi. Ouais, c'était pas logique. Mais je poste ça sur un forum, et puis les 10-15 premiers commentaires, c'est ah, super beau, c'est magnifique, ah, c'est super, c'est machin, c'est bien. Et moi, j'étais content. La première image, je me dis, ah bah ouais, déjà, j'ai réussi à utiliser le matériel. En plus, j'ai réussi à dompter un petit peu les logiciels de traitement. Et puis en plus, les gens, ils trouvent que mon image, elle est belle. Alors c'est super. Jusqu'au 16e commentaire, où il y avait un astronome amateur, qui était peut-être moins... alors je pourrais pas dire, est-ce qu'il était moins faux cul, ou est-ce qu'il était plus honnête que les autres, mais en tout cas, lui, c'était un des seuls qui a osé me dire, qui a osé écrire sur le forum, bon écoutez les gars, c'est bien gentil de dire à JB que c'est beau, que c'est bien traité, que c'est machin truc, mais ça va pas le faire progresser. Et son image en vrai est toute pourrie. Alors, il était gentil, il l'a pas dit comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai compris quand je l'ai lu, et je pense que c'est un petit peu quand même ça que ça voulait dire, hein, si on est honnête, mais avec le recul, je suis d'accord. Mais il disait, ça va pas faire progresser JB de lui dire que c'est une belle image, que c'est waouh, que c'est super, que c'est blabla. Non, et son image, elle est pas bonne. Cette image, elle est pas bonne parce que ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça. Et la liste, elle était longue, hein. Ça allait pas sur grand chose, hein. C'était le signal, c'était mal exploité, les détails, il y en avait pas, les étoiles, elles étaient pas belles, les couleurs, elles étaient, c'est n'importe quoi. Bon, bref, il y avait à redire, mais dans tous les sens sur cette image. Et ben, c'est le seul qui a eu le courage, je pense, parce qu'il faut quand même du courage de mettre un commentaire vraiment critique où on descend un petit peu une... Alors bien sûr, tous les commentaires vont pas descendre une image, hein, mais des fois, on a placé tellement d'ego dans notre photo, dans notre travail, que la moindre petite critique, elle peut être prise de travers, et vous avez des gens qui vont vraiment mal prendre la moindre petite réserve que vous avez. Il y a des gens qui n'acceptent pas la critique. Bon, voilà, je pense que c'est très mauvais. Et cette leçon-là dont je parle, c'était sur ma première astrophoto, et je considère que j'ai eu une chance énorme de tomber sur cette personne qui a osé me dire franchement ce qu'elle pensait de mon image et de relever tous les défauts. Parce que ça m'a énervé sur le moment. Sur le moment, je le détestais. Je me dis, mais comment il peut écrire ça? Il se rend pas compte, et le temps que j'y ai passé, et franchement, elle est pas si mal. Et en fait, en me forçant à la regarder avec toute la liste des défauts qu'il m'avait dressée, et ben un par un, minute après minute, après en reprenant tous les points, je disais ouais, mais il a raison. Il a raison en vrai. Il dit pas ça pour être méchant, il dit pas ça pour m'énerver. Il y a aucune raison qu'il fasse ça, hein. Il fait ça pour me faire progresser. Et ben oui, c'est en reprenant un par un tous les défauts de l'image, c'était vraiment la réalité. Il avait tout bien vu de ce qu'elle n'est pas sur l'image. Et ben ça, c'était une vraie leçon. Je suis ravi de l'avoir reçu pour ma première astrophoto. C'est vraiment crucial. Ça vous oblige vraiment à vous dire, faut vraiment que toutes les critiques... La personne ne dit pas ça pour être méchante avec vous ou pour vous faire du mal. Non, elle a envie de vous aider à ce que votre photo, elle soit plus belle, je pense. Et regardez sa photo en tenant compte des critiques, juste en essayant de comprendre pourquoi la personne a dit ça. Vous pouvez à la fin... Il y a des gens aussi qui font des commentaires sur des photos, qui n'y connaissent rien en astrophoto, qui savent pas traiter une photo, etc. Mais à la limite, même si je montre une de mes photos à une personne qui n'y connaît rien et qu'elle me dit ah ouais, elle est bien la photo, mais les couleurs, je sais pas, j'aime pas trop. J'ai deux options, soit je balaye de la main la critique, je ne l'accepte même pas, je ne la considère même pas, je considère que cette personne-là n'a pas à me faire de critique, qu'elle n'y connaît rien, etc. Et je peux aussi me dire, bien que cette personne n'y connaisse rien, elle a quand même un ressenti sur mon image qui... alors peut-être qu'elle fait fausse route, parce que si elle s'y connaissait plus en photo, elle comprendrait qu'en fait c'est normal que ça soit cette couleur-là et pas cette couleur-là, mais peut-être que son ressenti est quand même bon. Évidemment, les personnes les plus expérimentées qui vous font des retours, vous aurez de bonnes chances que ce soit des critiques constructives, argumentées, et qui soient justifiées. Mais c'est une critique justifiée, une vraie critique sur l'image, elle peut venir aussi de quelqu'un qui est moins fort que vous, moins expérimenté en tout cas, et qui peut, voilà, à travers son ressenti sur l'image, vous faire prendre conscience d'un des défauts de votre image, d'une limitation, ou peut-être de quelque chose que vous auriez pu faire différemment.
Donc voilà, c'est facile de balayer de la main les critiques, de s'aveugler, de rester dans une espèce de déni permanent quant à ce qu'on sort. Ça demande un certain travail, en tout cas au début, la première fois, d'accepter ces critiques et surtout de continuer à les accepter pour chacune de vos images, même quand vous maîtrisez bien le traitement. Avec quand même une petite réserve, les personnes qui vous font des critiques sur vos images, assurez-vous bien qu'elles ont regardé votre image sur un écran calibré. On revient à ce qu'on a dit au début. Mais oui, parce qu'une personne qui regarde votre image sur un écran non calibré, il y a plus de chances que les défauts viennent de son réglage d'écran tout pourri que de votre image. En tout cas, c'est une hypothèse qui n'est pas exclue, hein, et qui est assez vraisemblable. Oui. Une manière d'accueillir les critiques de manière aussi, on va dire, plus positive que juste les mettre de côté, les écarter d'un revers de la main, c'est aussi la cohérence des critiques que vous recevez par rapport aux objectifs que vous êtes définis pour le traitement et qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Si votre objectif c'était d'avoir un rendu très naturel de l'image, que quelqu'un vient critiquer ce rendu très naturel, là vous pouvez vous dire qu'il y a quelque chose que vous avez peut-être raté dans votre traitement. En revanche, si votre approche c'était ouvertement de faire une approche très artistique, de fournir un visuel très artistique ou un visuel vraiment très extrême, vous allez dire oui, c'est une critique qui est justifiée, mais elle n'a pas vraiment d'importance parce que moi, mon objectif de départ, c'était ça. Voilà, il faut être capable aussi de mesurer, de pondérer les critiques qui vous sont faites pour en tirer quelque chose d'utile pour votre photo. Alors pour la photo elle-même qui vient d'être publiée si besoin, et surtout pour les prochaines. Douzième conseil, qui va être un petit peu moins orienté astrophoto, mais moi je ne parle là que de l'astrophoto, hein. C'est méfiez-vous de la course au like. La course au like, elle fait énormément de mal, mais pas qu'à l'astrophoto, mais voilà, pour ne parler que d'astrophoto, je vous recommande de diversifier vos fréquentations, en tout cas numériques, en ne vous limitant pas aux réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, etc. Si vous voulez avoir des vrais retours constructifs, avoir des vraies discussions sérieuses, approfondies, avec des gens qui s'y connaissent, qui fréquentent aussi les réseaux sociaux, c'est pas la question, mais allez sur les forums. Il y en a 2 très bons en France, on a de la chance en tout cas en France et dans la communauté francophone en tout cas d'avoir 2 forums vraiment qui sont excellents, WebAstro et AstroSurf. Inscrivez-vous sur ces forums, publiez vos images sur ces forums si vous voulez vraiment, si vous voulez avoir des retours intéressants, des critiques constructives, vous les aurez plus sur les forums que sur Facebook ou que sur Instagram ou que sur les réseaux sociaux de manière générale. Pourquoi ça ? Il y a 2 raisons. La première raison, c'est que les personnes qui fréquentent ces forums, en général, s'y connaissent un petit peu mieux que la moyenne des astrams. Vous avez la chance sur ces forums de pouvoir avoir des contacts avec des gens extrêmement pointus dans leur domaine, qui s'y connaissent très bien, qui sauront répondre à vos questions, qui pourront vous donner un avis très précis. Voilà, il y en a plein, je ne peux pas tous les citer, mais je pense à c'est une chance vraiment de pouvoir fréquenter des forums où il y a des gens comme Christian Buil, comme Philippe Bernard, Nicolas Wouters, Thierry Legault, j'en oublie, Jean-Luc Dauvergne pour le planétaire, tout ce qui est pas ciel profond, tout ce qui est solaire, lunaire, etc. C'est vraiment... c'est une mine énorme. Et c'est sur ces forums-là que vous pourrez avoir les meilleurs retours sur vos photos, les meilleurs conseils pour progresser. Sur les réseaux sociaux, malheureusement, depuis quelques années, moi, ce que je constate, ça me plaît pas vraiment. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on est plus dans de l'affichage et de la course un peu à l'ego et de la course au like. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est qu'en fait, là, beaucoup de gens viennent publier leurs photos, pas du tout pour avoir un retour dessus ou pour s'ouvrir à la critique, mais uniquement parce que pour la publier et pour faire le maximum de likes. Je compte même plus que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, c'est très Instagram ça surtout, mais le nombre de gens qui font parfois des publications pour se plaindre qu'ils n'ont pas assez de likes sur une de leurs images, ou qu'ils n'ont pas assez d'abonnés, alors qu'ils font des super images. Alors quand vous regardez les images, généralement, c'est pas terrible. Ouais, malheureusement, c'est pas terrible. Même d'ailleurs, on se demande comment ils font pour avoir autant d'abonnés ou de gens qui viennent leur dire que c'est génial ce qu'ils font, parce que c'est vraiment tout pourri. Mais il y en a plein des comme ça.
Alors, mais curieusement, c'est pas des gens qui fréquentent les forums. C'est des gens qui font ça un petit peu dans leur coin et qui font ça pour la course à l'ego, la course au like. Et malheureusement, sur Facebook, le nombre de likes que vous allez recevoir sur votre image, il va dépendre plus de si vous avez une bonne tête, si vous avez une communauté active, si vous avez beaucoup d'amis, si vous l'avez partagé dans les bons forums, dans les bons groupes qu'il faut ou pas. Ça va pas être nécessairement lié à la qualité de votre image. Alors bien sûr, il y a du vrai et du faux, mais sur Facebook, combien de fois ça m'est arrivé de voir des images qu'on fait mais des milliers de likes, alors qu'elles sont infâmes, elles ressemblent à rien. C'est juste que la personne a énormément de contacts, les poste dans les bons groupes, met des commentaires sympas un peu à tout le monde, et c'est la course comme ça. Et d'autres images qui sont extraordinaires, parfois je mets des images de ciel, de la team ciel austral par exemple, où des fois je m'étonne, je me dis mais comment ça se fait qu'ils ont si peu de likes que ça, la photo elle est 1000 fois mieux que l'autre, qu'en a 10 fois plus. Voilà, les réseaux sociaux, c'est comme ça, c'est une course au like qui parfois justifie de verser dans tous les excès, des excès en matière de, ce que je disais tout à l'heure, d'images au rendu pas du tout naturel, surtraité. Eh ben, malheureusement, c'est une bonne manière d'avoir énormément de likes sur ces photos parce que si vous allez les présenter dans des groupes, ou surtout dans des groupes où il n'y a pas des gens qui ne s'y connaissent pas vraiment en astronomie, eh ben, l'effet waouh, il va fonctionner à fond. Bon, et c'est sûr que ces photos-là, en général, elles sont pas partagées sur les groupes sérieux d'astronomie parce que là, vous allez vous faire juste dézinguer. Mais c'est c'est une réalité malheureusement. Et même dans les groupes, malheureusement, où les personnes qui s'y connaissent un peu bien en traitement, eh ben, ça arrive d'avoir encore des choses qui sont, qui sont mal reçues en termes de critique. Voilà, j'ai l'impression que sur Facebook, on est là pour dire que c'est joli, que c'est beau, que t'es génial, mais on n'est pas là pour critiquer. Voilà. Ceux qui critiquent, soit ça arrive qu'ils se fassent descendre par l'auteur de la photo, ça arrive que l'auteur de la photo supprime des commentaires, ça arrive que l'auteur de la photo t'engueule parce que tu viens dire un truc sur une image et que ça lui a pas plu, ça arrive que ça soit même pas lui, mais que ça soit sa bande de copains ou sa communauté de followers qui le suivent, qui viennent le défendre en disant mais non, pourquoi voilà, ça arrive et ça prend de l'ampleur et c'est très triste malheureusement. Alors moi Instagram je fréquente pas énormément, j'ai un compte où je publie des photos mais je m'investis pas dedans, ça m'intéresse pas plus que ça en fait. Et Facebook c'est plus historiquement parce que voilà, j'ai beaucoup de gens que je connais qui sont là et que j'aime plus, donc je publie quand même beaucoup sur Facebook, mais je publie pas avec l'envie d'avoir le plus de likes à tout prix. Voilà, c'est quelque chose qui m'est, voilà, et je vous recommande d'essayer de suivre la même chose, surtout si vous débutez, surtout si vous êtes jeune et que vous êtes un petit peu habitué à cette course potentiellement à cette course au like sur les réseaux sociaux. Je vous recommande ça. Vous avez aussi, outre les forums, un excellent site qui s'appelle Astrobin et qui est là aussi où les gens viennent publier leurs images et vous pouvez avoir aussi beaucoup de retours positifs ou négatifs. Ça se fait aussi hein, sur Astrobin, les gens sont plus ouverts aussi à la critique sur Astrobin. Voilà, et enfin mon conseil final, ça sera tout simplement de vous faire plaisir. De vous faire plaisir. Alors, pourriez-vous dire, voilà, vu toute la liste de conseils qu'il vient de me donner pour me faire plaisir, oui, j'ai quand même des contraintes. Non, voilà, moi ce que je vous donne, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que je pratique l'astrophotographie numérique et que je m'intéresse au traitement. C'est moi les leçons que j'en retiens, elles évolueront, peut-être que dans 10 ans je donnerai pas les mêmes conseils aux gens, moi, c'est ce que j'ai envie de retenir de ces 10 années, c'est les conseils vraiment les plus utiles qui m'ont servi moi et qui j'espère pourront vous servir. Mais en tout cas, ce qui doit vous guider dans votre progression, dans votre apprentissage ou dans votre pratique de l'astrophotographie, c'est vraiment le plaisir. On fait ça par passion. Généralement, je ne connais pas un seul astrophotographe, même celui qui va faire du montage HDR tout pourri avec de la lune, avec différentes phases, avec des étoiles en arrière-plan, une planète rapportée sur le coin. C'est tout pourri ce qu'il fait. Mais à la base, il fait ça parce qu'il aime l'astronomie. Voilà, on a tous au moins ça en commun. De la plus belle image à la moins belle, de la personne la plus éthique à la personne la moins éthique. On a au moins ce point-là en commun, c'est qu'on fait ça par passion, parce qu'on est passionné par l'astronomie, par l'étude des objets qui se trouvent au-dessus de nos têtes, parce que c'est des objets absolument extraordinaires, magnifiques, qu'on a la chance de pouvoir presque toucher du doigt à travers nos photos. C'est une chance que n'avaient pas les gens il y a 1 ou 2 générations de pouvoir faire ça. C'est absolument nouveau, c'est un monde entier qui s'est ouvert à toutes les personnes, et que toutes les personnes peuvent apprécier, et même il y a énormément de gens qui apprécient ça sans même
être même astronome amateur, aller avoir un instrument pour observer, juste ils se contentent de voir ce que les autres font. Mais c'est déjà très important. C'est la passion, elle peut être là sans pour autant pratiquer, qu'on pratique tous de la même manière. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Au-delà des recommandations, au-delà des conseils que je peux vous donner, vraiment l'essentiel, c'est prenez toujours du plaisir sur vos traitements. Si vous prenez pas de plaisir sur vos traitements, si vous prenez pas de plaisir sur vos acquisitions, à un moment ou un autre, vous n'allez pas continuer à faire de l'astrophotographie. Vous n'allez pas continuer à passer des heures et des heures dans le froid la nuit dehors. Vous n'allez pas continuer à sacrifier d'autres choses, certains aspects de votre temps libre, de votre vie de famille, pour passer votre temps sur un écran à faire du traitement. Non. Il faut vraiment, voilà, essayer de prendre les conseils que je vous donne pour ce qu'ils sont. C'est juste des conseils. C'est juste des conseils, mais ne les suivez pas à la lettre. Si certains vous plaisent pas ou vous semblent trop contraignants, ben ne les suivez pas. Faites vos expérimentations et surtout prenez du plaisir à faire de l'astrophotographie. C'est vraiment la chose la plus importante et c'est ça qui vous fera durer dans le temps, qui vous donnera envie de continuer et c'est ça qui vous donnera envie qui vous motivera pour faire des meilleures images. C'est ça qui vous fera progresser. C'est vraiment la passion. Et cette passion-là, elle vous est propre, même si on la partage tous, mais c'est à vous aussi de l'entretenir. J'espère qu'en tout cas, ces quelques conseils vous seront utiles. Suivez-les ou ne les suivez pas. Mais en tout cas, faites, si vous êtes d'accord, pas d'accord, ou que vous trouvez que j'ai oublié de dire certaines choses, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, comme ça on pourra en discuter tous ensemble, ça sera sympa. Et puis ça pourra toujours être utile au plus grand nombre. Voilà, en tout cas, je pense qu'on a fini maintenant avec cette intro beaucoup trop longue sur le traitement des images astronomiques. Et on va pouvoir se lancer véritablement dans le vif du sujet avec la prochaine vidéo. On abordera tous les autres points du traitement avec PixInsight et Photoshop. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté et puis à bientôt. Allez, salut! Ah oui, et dernier conseil, j'avais oublié, mais un conseil hyper important aussi, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez informé quand les prochaines vidéos sortiront et vous pourrez juste les regarder si ça vous intéresse. Ne pas répéter à chaque vidéo, mettez un pouce bleu, lâchez un like, lâchez un commentaire, abonnez-vous, mettez la cloche, je sais pas quoi. Bien sûr, ça fait toujours plaisir, après si vous mettez un like, un commentaire, un truc sympa, ça fait plaisir, on va pas se mentir. Donc je le fais de manière globale dans cette vidéo, pour toutes les vidéos à venir. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Voilà, pour le reste, écoutez, en tout cas, j'espère que ça nous donnera l'occasion d'échanger un petit peu, et surtout dans les commentaires, mais j'espère que ça nous donnera l'occasion de partager un petit peu sur notre passion commune. Voilà, allez, à bientôt.